Aujourd'hui, vendredi 17 janvier, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Joris Giovannetti, romancier, qui a écrit un très beau roman, Ce que la nuit choisit. Joris Giovannetti, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans le studio de Radio Corse International. Vous êtes écrivain, professeur de philosophie et vous êtes invité aujourd'hui pour vous exprimer à propos de votre très beau premier roman, Ce que la nuit choisit, qui vient de paraître aux éditions de Noël. Alors, c'est donc une très très belle éclosion sur la scène littéraire. Moi, j'ai envie de vous demander très simplement, qui êtes-vous, Joris Giovannetti? Alors bonjour et tout d'abord merci de m'avoir invité. Alors qui je suis? Ben tout simplement comme vous l'avez dit, je suis un jeune professeur de philosophie au lycée de Balagne. Ça fait désormais 6 ans que j'enseigne cette discipline. J'ai passé le concours en 2019 que j'ai obtenu et en attendant de passer le concours, enfin pendant même les révisions et pendant 3 ans, j'ai écrit ce premier livre. Ce que la nuit choisit, qui justement a été édité aux éditions de Noël. D'accord. Vous avez toujours été habité par l'écriture? Vous y êtes venu comment? Alors j'ai eu un parcours un petit peu complexe, voire chaotique. D'accord. C'est-à-dire que, on va dire que, je dirais que mon moi profond, oui, a toujours été habité par l'écriture et même par la philosophie. Mhm. Mais disons que j'ai pris des chemins assez sinueux avant d'y revenir. J'ai pas toujours été un élève sérieux. J'ai même arrêté l'école après le bac. J'ai travaillé 2, 3 ans avant de reprendre les études pour au départ devenir journaliste. Puis j'ai bifurqué dans beaucoup de sections. D'accord. J'ai fait de la com, j'ai fait des sciences politiques, j'ai fait de la littérature avant de me trouver dans la philosophie en fait. Et j'avais déjà depuis un petit moment cette idée d'écrire en fait. Mhm. Et il a fallu passer par un long travail, je dirais, de déconstruction, de est-ce que j'en suis capable? Il y a tellement d'autres qui ont fait mieux avant moi. Et toutes ces, je dirais, ces notions parasites m'ont bloqué pendant un petit moment. Et j'ai dû me discipliner et travailler jusqu'à réussir à m'y mettre sérieusement. Et vous avez accouché d'un très beau roman, si je puis me Merci. permettre. J'utilise ce verbe parce que je crois que c'est vraiment ça, hein, de passer à travers toutes ces difficultés. Moi, je viens de terminer Ce que la nuit choisit. Vraiment, je viens de le lire. Et tout d'abord, je tiens à dire que j'ai été séduite par la beauté du titre, je vous l'avoue. Et le titre est toujours pour moi une promesse en littérature. Et là, la promesse est tenue. Vous avez écrit un premier roman profond, d'une grande beauté, d'où émane à la fois, je trouve, évidemment de la noirceur, mais aussi beaucoup de lumière. Alors, je vais tenter d'en relater la trame aux téléspectateurs et aux auditeurs, comme ça leur permet de mieux comprendre. Alors, Ce que la nuit choisit nous embarque à travers 470 pages, excusez-moi du peu, dans un récit passionnant. Celui qui raconte sur quelques années la jeunesse de 4 personnages principaux, hein, dites-moi si je me trompe, mais les frères Christine, Raphaël et Gabriel, étudiants à l'université de Corté, militants nationalistes, très engagés. Et le dessin également de Cécilia, jeune et belle ajaxienne, et celui de Lélia, étudiante brillante en philosophie. Alors, ces 4 personnages sont entourés par une sorte de constellation de personnages qui gravitent autour d'eux, dont les trajectoires vont s'entrecroiser et s'épouser, quelquefois aussi pour le pire. Voilà. Alors, je vous ai donné un bref aperçu de ce qu'est ce roman parce qu'il est bien plus complexe, bien plus profond, et je vous engage vraiment à le lire. Alors, j'ai essayé de le définir. Je dirais fresque sociale, portrait d'une jeunesse caractérisée par le désarroi existentiel, la brusque disparition de leurs idéaux, roman noir aussi, mais j'ai envie de dire, même plus que cela. Ça a été un petit peu difficile pour moi de le caractériser, mais je trouve que c'est une bonne chose. Comment définiriez-vous votre ouvrage pour nos auditeurs? C'est pas une question évidente, mais ouais. je peux essayer. Moi, j'avais l'ambition, en fait, au départ, quand je me suis lancé dans cette aventure, donc j'ai commencé à l'écrire... On va dire que l'idée a dû naître aux alentours de 2018 et je me suis mis, j'ai retrouvé récemment dans mes fichiers des premières versions absolument catastrophiques d'ailleurs, des premières ébauches. Mm-hmm. Et à partir de 2019-2020, c'est devenu véritablement un projet sérieux.
Et j'avais l'ambition justement de faire une forme de presque un Cluedo métaphysique en fait, quelque chose où on est quelque part une trame qui va mener sur plusieurs pistes possibles, et c'est un jeu de pistes avec un soubassement philosophique pour un message un peu plus caché, on va dire, que l'intrigue principale. J'avais lu dans l'interview très intéressante que vous aviez donnée à Corse Matin, menée par l'excellent Pierre Négrel, que je salue, qu'il existe justement dans votre roman 2 niveaux de lecture. Un niveau accessible à tous et un autre niveau dans lequel les gens qui connaissent la philosophie peuvent trouver un roman à clé. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. C'est véritablement ce que j'avais envie de faire. Et là était assez difficile la construction du roman, parce que je voulais à la fois que stylistiquement il y ait quelque chose qui me corresponde et qui soit assez exigeant. Je voulais pas faire dans quelque chose d'ésotérique qui soit inaccessible. Et je voulais en même temps qu'il y ait ce message philosophique pour enfin, les initiés, pas forcément, pour les gens qui chercheraient des réponses au-delà du texte, et certaines questions qui peut-être resteraient sans réponse à la fin du roman. Nietzsche est extrêmement présent. D'ailleurs, 2 des personnages, notamment Gabriel, lui consacrent son mémoire de recherche. Lélia a comme ouvrage de chevet Ainsi parlait Zarathustra. Mais on rassure les lecteurs, on peut très bien accéder à la totalité du récit sans pour autant connaître Nietzsche sur le bout des doigts. On est bien d'accord? Sans pour autant connaître Nietzsche sur le bout des Ça doigts. a été mon cas. Et moi-même, je n'ai pas la prétention de le connaître sur le bout des doigts. Mais c'est ce qui fait aussi un des multiples intérêts de votre roman. Alors moi, j'y ai retrouvé un portrait de la jeunesse corse dans ses doutes, ses errements, ses élans, ses paradoxes aussi, souvent, je trouve, souvent déchirés entre valeurs et contre-valeurs, je dirais. Dites-moi si je me trompe. Et il semblerait que ce soit un terreau, aujourd'hui, source d'inspiration, de créations diverses, créations littéraires ou cinématographiques. Et en matière de littérature, je pense aussi à Jérôme Ferrar, qui, semble-t-il, a eu beaucoup d'influence sur votre travail. Je pense que parmi les figures littéraires qui m'ont accompagné au long de ma vie, Jérôme est parmi, voire la plus influente pour moi. J'ai eu un parcours où je me suis remis à la lecture assez tard, c'est-à-dire sur les coups de mes 20 ans, où vraiment je m'y suis adonné à cœur perdu, je dirais. Et j'avais 21 ans, il me semble, quand pour la première fois on me conseille... je voulais acheter le Sermon sur la chute de Rome, il n'y était pas à ce moment-là. Et la libraire de Corté me dit, mais prenez Balco Atlantico, vous verrez, c'est très bien. Et en fait, plus que d'autres romans que j'avais adorés, des auteurs que j'avais découverts, là, j'ai vraiment vu autre chose, en fait. J'ai vu le moment où tout ce que, même dans ma vie, je n'appréciais pas forcément, ou dans ma vie de jeune au village et des choses comme ça, j'ai vu chez Jérôme que par le style, on pouvait rendre tout ça beau, en fait. Et ça avait été vraiment un très grand choc. Ça avait été véritablement un très très grand choc, et ça m'a permis véritablement de me dire ok, plus tard je ferai ça. Enfin, je ferai ça. Pas aussi bien, évidemment, mais je dirais c'est un de mes modèles, bien sûr. Ça tombe bien que vous parliez de cette beauté, parce que, alors moi, en tant que lectrice, je parle vraiment de ce qui m'a marquée, touchée, parce qu'on peut trouver beaucoup de choses dans votre roman. Moi, je suis très sensible donc à la beauté de la forme. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette construction qui joue avec les lieux et les époques, grâce à des flashbacks justement savamment travaillés. Et votre roman s'ouvre sur un prologue qui est très noir, mais que j'ai beaucoup aimé. Un prologue marqué par la noirceur, le sang versé, la sauvagerie et le chagrin immense. Nous sommes à la fois en 1889 et en 1914, et la lignée des Christine, elle est forgée dans les larmes et le sang. J'ai trouvé ce récit fascinant parce qu'il interroge, je trouve, notre rapport aussi à la mémoire, mais à la mémoire très ancienne, à quelque chose d'originel qui n'est pas forcément conscient en nous, peut-être même une forme d'inconscient. Et serions-nous les héritiers inconscients et malmenés de ces scènes archaïques? C'est ce que vous voulez nous dire? Je pense que, en fait, moi-même, sans le vouloir, inconsciemment, peut-être que l'écriture de ce livre a représenté une forme de thérapie. En fait, c'est cette histoire de cette femme qui arrive au cœur d'un village de Castaniche à
avec un muletier qui a été et que cette dernière a été recueillie sur le bord de la route. C'est véritablement arrivé en fait dans ma famille. D'accord. C'est une histoire dont j'entends parler depuis que je suis tout petit. Donc une femme qui, tout en se cachant sous des cadavres, avait échappé à une vendetta terrible. Ouais. Et qui, alors le roman ne le dit pas, mais qui pendant plusieurs jours va se cacher auprès du Fiumalt. Et comme elle avait une jument très craintive, elle arrivait à fuir les gens qui la poursuivaient parce que la jument avait peur et donc elle a pu s'en sortir comme ça avant d'être recueillie. Et ça, c'est quelque chose que j'entends. Et puis je dirais que ça, plus tout ce qu'il y a comme matériau inconscient, a écrit une bonne partie de la trame du livre. Après, est-ce que consciemment je sais quelle est cette malédiction ou ce que j'ai senti comme ça dans cette histoire, ou est-ce que ça a véritablement un rapport avec moi directement? Je ne suis pas le mieux placé pour le dire, je pense. On n'est pas très honnête face à soi-même et aux siens, donc c'est très difficile Ça donne, à voir. De toute façon, un début de récit qu'on a envie vraiment de continuer à lire. Il y a quelque chose de très fascinant dans cette noirceur, évidemment, hein. Et voilà, de très littéraire. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup de choses. Allez, je vais essayer de finir par, moi, ce qui m'a évidemment marqué, les anges et leur indifférence. Les anges et leur impuissance. Les anges, l'ange, c'est une sorte de motif qui, tout au long de votre ouvrage, revient et marque chaque événement, chaque trauma aussi de ce livre. Cette figure de l'ange, elle est ici considérée hors de sa signification purement religieuse, mais plutôt dans sa signification philosophique. Alors les deux, je dirais. Les deux ? Alors, parce qu'il faut savoir que avant le travail d'écriture, il y a eu un très très long travail de lecture où j'ai dû lire donc beaucoup de théologie, beaucoup de scolastique, donc c'était vraiment pas marrant, très honnêtement, avec des ouvrages qui parlaient de saint Thomas d'Aquin, donc qu'est-ce que c'était D'accord. les anges dans la pensée médiévale. Et j'ai essayé de, plus ou moins en restant le plus fidèle possible à la tradition chrétienne, de tisser quelque chose qui correspondait à mes attentes romanesques. Les anges, en fait, sont là pour une forme de métaphore de la quête de signification, du fait de donner du sens à nos expériences individuelles et collectives. C'est un peu Très ça, bien. je dirais. Je vous remercie beaucoup, Joris. Merci à vous. Vraiment, je vous engage à lire Ce que la nuit choisit aux éditions de Noël. Ça vient de paraître dans toutes les bonnes librairies. Je vous remercie. J'espère à très bientôt. Et quant à moi, je vous souhaite une belle semaine sur Radio Corse International. Merci beaucoup.